ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles, peut-être des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Mais réveillez-vous, tout est calculé. Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borne de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. C'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants, quoi. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Ce nouvel épisode est la suite du précédent, le témoignage de Noémie Montagne, ancienne compagne de Dieudonné. Si vous n'avez pas écouté la première partie de ce récit, je vous conseille de le faire avant de vous lancer dans cet épisode. Noémie Montagne nous a confié les détails de sa relation avec l'humoriste, qu'elle qualifie aujourd'hui de relation d'emprise. Elle a partagé sa vie entre 2006 et 2020. Dieudonné, plusieurs fois condamné, notamment pour incitation à la haine, négationnisme ou apologie du terrorisme, est le père de ses 4 enfants, aujourd'hui adolescents. C'est en 2020 que Noémie Montagne quitte officiellement le polémiste. Depuis 2 ans, elle a déposé plusieurs plaintes contre son ancien compagnon pour escroquerie, harcèlement et détournement d'actifs d'une société. Après un premier épisode portant sur leur vie commune, cette deuxième partie est plutôt consacrée à la séparation du couple, ainsi que la reconstruction qui a suivi pour Noémie Montagne. Nous reprenons donc le récit au moment de sa prise de conscience, confrontée au mal-être grandissant de Plume, l'aîné de leurs 4 enfants. Et puis à un moment, donc dans ce truc qui a dégénéré, mes enfants sont partis là-bas une fois et Plume a découvert des choses, et surtout que son père mentait. Et elle est revenue ici, et elle a commencé à me dire « Maman, t'es bête ». Je savais que j'étais... Mais je pensais pas que mes enfants voyaient, en fait. Et elle me l'a répété 2 fois, et à un moment, elle s'est mise à faire du sport à l'excès, en me disant « Oui, mais toi, ce que tu fais à manger, c'est trop gras ». J'ai fait « Bon, ok, adolescente, elle me prend la tête ». J'ai pas vu d'alerte, en fait. Et à un moment, elle s'est arrêtée de manger, un repas sur 2. J'ai eu tout de suite le réflexe d'appeler un hôpital à Bordeaux. J'ai prévenu Dieudonné, je lui disais qu'elle était anorexique. Lui, il voulait faire un sketch avec elle sur l'anorexie. Ça, c'était... j'ai commencé à halluciner. Et puis, j'ai appelé l'hôpital et ils l'ont prise avec une psychiatre. Donc, Plume a commencé à faire une dépression sévère. Et à me dire, maman, vite, il faut que je me fasse aider. Elle a appelé au secours, en fait. Ce qui était assez remarquable, parce que des enfants comme ça, soit ils cachent, soit... Mais elle s'est vue en danger. Et moi, je l'ai vue maigrir. J'ai eu peur. Elle a été hospitalisée. Et puis, en la faisant hospitaliser, c'est la psychiatre qui m'a fait faire des déclics. Elle m'a dit des mots qui ont fait que... ok, maintenant je dis non. Parce que je disais toujours oui. Et à partir de là, quand j'ai commencé à dire stop, c'est vraiment le mot, on va dire que c'est grâce à ma fille et la psychiatre que j'ai arrêté le massacre, en fait, parce qu'on était tous en train d'en mourir de toutes ces histoires de Dieudonné. Entre le moment de la séparation physique, autrement dit le déménagement de Noémie Montagne et ses enfants dans le sud-ouest en 2018, et la séparation officielle du couple en 2020, 2 ans se sont écoulés. Voilà, donc ma fille a complètement décompensé. C'est comme si elle s'était pris un poids lourd dans la tête. Et elle s'est dissociée complètement. Donc elle a fait une dépression sévère, des TOC, elle voulait plus sortir. Je l'ai gardée 2 ans à la maison. Il fallait la surveiller non-stop au départ, jusqu'à ce qu'elle ait une place à temps complet dans une clinique qui faisait soins-études, où elle y est encore depuis 3 ans maintenant. Donc pendant ce temps, Dieudonné est pas venu voir les enfants, pratiquement, parce que j'ai refusé de l'héberger, parce qu'avant je lui laissais ma chambre, je lui faisais à manger, et j'ai dit stop à ça aussi.
Et puis voilà, on a appris, on s'est fait aider par les professionnels, parce que ça fait thérapie familiale, qui ont mis les mots, l'emprise, la violence, extrêmement violent. C'était pas la violence de l'État, etc. C'était la violence de Dieudonné. Il faut pas minimiser les choses. Et puis voilà, on s'est fait aider, ça a été très très dur. Franchement, à un moment, j'ai cru que j'allais pas y arriver. On a été très seuls, parce que les gens nous tournent le dos, soit ils se marrent, soit ils pensent qu'on en a bien profité, comme j'ai pu l'entendre, soit alors que c'est quand même moi qui ai pris aussi des condamnations, profiter, j'aurais bien aimé profiter surtout de la vie et d'un peu de légèreté. Ça a plus de prix que de rouler dans un 4x4. Voilà, et aujourd'hui, Plume est encore hospitalisée. J'ai fait les démarches grâce à des gens aussi, dans les professionnels, l'ex-femme de Dieudonné, la fille de Dieudonné, un gendarme aussi, où là ils m'ont cru, tout simplement, parce que dans mon état, je pensais que personne n'allait me croire, personne pouvait comprendre, j'étais complètement enfermée dans un monde où je pensais que tout le monde était fan de Dieudonné, donc c'était compliqué pour moi de faire confiance. J'avais plus confiance en rien, en personne, ni en moi d'ailleurs. J'avais peur, j'ai fait des crises d'angoisse, Plume aussi, et encore aujourd'hui elle en fait, des crises de panique qui arrivent comme ça de n'importe quel moment. Les psychologues, quand ils me posaient la question depuis quand vous êtes séparés, ou les gendarmes ou machin, je savais jamais. Pour moi, c'était impossible de me séparer de Dieudonné. J'avais l'impression, quand j'y pensais, que c'est comme si j'abandonnais un enfant. C'était tellement pas normal. C'est horrible en fait. On peut pas s'en défaire. Il faut un électrochoc ou il faut qu'il se passe un truc. Il s'est passé. L'ex-femme de Dieudonné, qui a partagé sa vie pendant 17 ans et dont parle Noémie Montagne, s'appelle donc Marine Luthinier. Lorsqu'elle rencontre l'humoriste, elle a 18 ans et lui 23. Dans un article du Parisien datant de juin 2023, elle relate une vie commune avec Dieudonné qui fait écho à celle décrite par Noémie Montagne. Je cite « Un système s'est très vite mis en place où je me suis retrouvée avec 3 enfants dont il ne s'occupait jamais, sans boulot, à la maison, et progressivement, je subissais des dégradations morales constantes. Pour lui, j'étais moche, je ne servais à rien. Il a une véritable haine des femmes. » Comme le raconte Noémie Montagne, sa prise de contact avec Marine Luthinier, avec qui elle n'avait jamais échangé jusque-là, a été un élément déclencheur. C'est après cette rencontre que Noémie Montagne a décidé d'aller porter plainte. Parce que jusque-là, je l'avais pas fait, pour moi c'était impossible, mais au nom de ces femmes qui ont été autour de Dieudonné et qui ont souffert, je me devais de le faire aussi, et pour ma fille Plume qui était en souffrance, et pour mes autres enfants, et pour se libérer en fait de tous les liens qui nous met autour des chevilles, et des poignets, du cou, de partout, pour pas qu'on s'échappe. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai réussi à déposer 3 plaintes. Les plaintes en question ont été déposées pour escroquerie, harcèlement et détournement d'actifs d'une société. Les procédures sont toujours en cours. Au début ça a été difficile parce que j'avais très peur, étant donné que Dieudonné me disait toujours que si je parlais, j'allais aller en prison. Et il n'a pas tort, sauf qu'aujourd'hui, j'ai même dit au fisc et à tous que je préférais avoir un bracelet électronique que de vivre dans sa prison, dorée, parce qu'elle est dorée la prison. Et voilà, donc j'assume complètement et je regrette pas du tout. Ça a été le plus difficile à faire que de porter plainte contre le père de ses enfants, mais c'est pas quelque chose d'anodin, il y a un vrai travail derrière. On peut pas faire ça du jour au lendemain, c'est impossible. Et je remercie tous même les journalistes qui, contrairement à ce que disait Dieudonné, c'est pas l'ennemi numéro 1, hein, ni numéro 2 d'ailleurs, parce que ça a été un moment où j'ai pu parler, comme je fais avec vous, et ça fait partie aussi de la thérapie.
parce qu'on est obligé de faire des thérapies après être passé dans les bras de Dieudonné ou même dans l'entourage. Je suis pas la seule victime, parce que j'estime aujourd'hui que j'ai été victime, qu'il a abusé de moi, de ma gentillesse, de ma naïveté, et de mon caractère trop docile. Je prends ma part de responsabilité aussi. Je suis pas là, je demande rien. Je veux bien me dépouiller de tout. Ça me dérange pas. Je ne le fais pas dans la haine. Mais j'aimerais qu'il y ait de la justice. En tout cas, on peut pas rester insensible à ce qu'il a fait. Depuis cette prise de conscience, Noémie Montagne partage son expérience sur son compte X, anciennement Twitter. Suivie par plusieurs milliers de personnes, elle dit user de ce moyen comme d'une thérapie. Si j'ai voulu parler sur les réseaux sociaux, c'est parce que quand je suis allée porter plainte, la première fois, j'ai pas tout dit, parce que j'avais très peur, comme je le disais. Donc j'ai donné juste un élément où il détournait, et il me mettait dans l'embarras sur une des sociétés. Donc je me suis dit, là, il abuse de faire ça, sachant très bien que j'avais déjà des dettes et des impôts à payer. Il m'a fait espérer, oui, t'inquiète pas, je serai là pour payer. Mais bon, il a jamais fait, comme je disais, que du blabla. Mais au niveau des actes, quand j'ai demandé un écrit, je l'ai jamais eu. Donc je me suis retrouvée avec des 10 000 euros de découvert à un moment. Et donc j'ai parlé aux gendarmes. Et j'ai vu qu'ils m'avaient cru. C'est la première personne de l'extérieur. Et là, pour moi, c'était comme une révélation. Et ça a été aussi un déclic. Et il m'a donné un rendez-vous avec le COVA. Le COVA, c'est le centre d'accueil en urgence de victimes d'agression. Et ma première réaction en arrivant là-bas, j'ai vu des femmes battues. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, je me suis écroulée parce que je me suis rendu compte que la violence, elle n'était pas que physique, mais que moi, la violence, c'était la même chose, mais en moi, dans ma tête, quoi. Donc, il y a eu ça, et j'ai vu un premier médecin, et je voulais même pas lui parler parce que je me suis dit, ça se trouve, il est fan de Dieudonné. Donc ça, c'était une première réaction que j'ai eue, et j'avais peur de lui parler. Je me suis dit, mais ça se trouve, vous êtes fan. Donc moi, ma vie était comme ça, j'avais peur de parler. Et il m'a dit, de toute façon, il faut voir le psychologue. Je dis, oui, mais si il est fan. J'étais obsédée sur ça, j'avais peur en fait. Ça va se retourner contre moi. Et donc là, ils ont vu l'ampleur des dégâts que j'avais. Moi, je me rendais pas compte. C'est après, maintenant, que j'en parle. Et donc, il m'a donné un rendez-vous avec quelqu'un qui était pas fan. Voilà, tout simplement. Il m'a assuré, en tout cas, peut-être qu'il m'a fait croire. Et là, ils ont fait des rapports. Et j'étais trop contente d'avoir parlé, en fait. Et je me suis dit, depuis toutes ces années où Dieudonné me disait toujours de jamais parler, et que même avant Dieudonné, je ne parlais pas, parce que dans ma famille, c'était comme ça, j'ai dit, en fait, je m'en fous quand même pas. J'ai dit, j'ai essayé de faire du bien. Finalement, ça a servi à rien, puisqu'il y a plein de gens à qui je pensais avoir fait du bien, et ils m'ont tourné le dos. Donc, tant qu'à faire, autant que je sois moi-même. Avec la thérapie, je me suis dit, maintenant, je vais parler. Voilà. Et si ça peut aider, parce que je pense que Dieudonné, c'est de notoriété publique, ça peut aussi aider les gens qui ont été dans l'emprise, la violence, leur dire de pas avoir peur de parler. On peut se faire lyncher et tout, mais c'est pas grave, ça peut pas être pire. Moi, ça peut pas être pire que tout ce que j'ai vécu. Donc, ça me dérangeait pas. Voilà, de dire ma position. Et après, je me suis dit, mais il était temps que j'assume d'avoir mon opinion, mes avis, des choses que j'avais jamais faites avant. Aujourd'hui, Noémie Montagne porte un regard neuf sur son histoire. Cette prise de recul lui permet de revenir sur certains événements, comme par exemple le choix des prénoms de ses enfants. Plume, Judas, O et Zoa. Ça aussi, les prénoms,
c'est pas moi qui les ai choisis. Il y a tout un truc, un contexte aussi là-dessus. Parce qu'en fait, comme je le disais, moi je suis quelqu'un qui suit à la base. Alors c'est pas que j'avais pas d'admiration parce que je voyais quand même ses défauts, mais je me disais, je voulais lui faire plaisir, en fait, tout le temps. Et après, même si j'étais opposée, par exemple, Judas, je me suis dit ça passera jamais, Judas. Alors, c'est passé. J'avais mis Tao en deuxième. Je me suis dit comme ça, je suis sûre qu'il va s'appeler comme ça. Alors il y en a un où j'ai dit c'est impossible que je dise oui, c'était celui de O, parce qu'il voulait l'appeler, ma fille, Zéro. Et Zéro, il est parti sur le zéro, c'est moins l'infini plus l'infini, c'est au milieu, sans le zéro, il y a pas enfin, c'est très philosophique, hein, mais j'ai fait, mais je veux pas qu'elle s'appelle Zéro. Donc ça s'est fait. Il m'a dit d'accord, alors il m'a fait un zéro, il m'a dit bah ça sera O. Et j'ai dit il va m'arnaquer. Donc j'ai mis un accent circonflexe. Voilà. Et aujourd'hui, ma fille, elle a beaucoup de mal avec ce prénom, donc elle se fait appeler O Betty, c'est le deuxième prénom, Betty, qui est la tribu africaine du père de Dieudonné. Donc c'est marqué, c'est marqué quoi. Ça fonctionne comme un peu, ils appellent ça organisation sectaire, quand je suis allée porter plainte et qu'on m'a fait examiner par le COVA, parce que derrière, ça joue sur l'émotion, sur nos sentiments, et beaucoup avec les enfants aussi. Comme ça, il se cache derrière. Il est insaisissable. Et puis de l'autre côté, il y a aussi émotionnel et une emprise sur les enfants parce que il leur donne de l'importance, non pas au niveau de leur personnalité, tout ça, parce que ça, il faut que ça lui corresponde à lui ou que ça lui serve, comme n'importe quelle personne qu'il va rencontrer, mais il est lié avec le nom des sociétés. Par exemple, il y avait Bonnie Productions, Bonnie c'est sa fille aînée. Il y a eu Merlin Édition, son fils. Après il y a eu Okepi, une société, c'est le deuxième nom de Noé. Après il y a eu Production de la Plume, Plume c'est notre fille. Il y a eu Au Point d'eau, c'est une société qui devait où les gens devaient donner de l'argent pour financer un théâtre. O, c'est le nom de ma fille, O Betty. Il y a eu dans les spectacles à Zoa, Zoa c'est ma fille, un spectacle de Dieudonné, et Pardon Judas, et voilà, je crois que j'ai fait le tour, ils sont tous, en fait. Ce que raconte Noémie Montagne, sur la manière dont Dieudonné implique ses enfants dans ses affaires, a pu être observé le 7 octobre dernier, un an jour pour jour, après les attaques terroristes du Hamas ayant visé des civils israéliens. Dans une vidéo publiée sur X, le polémiste profite de l'anniversaire de sa fille, Betty, née le même jour, pour célébrer cette journée. Ça y est, nous sommes le 7 octobre 2024. Quel bonheur, quelle joie infinie. Alors que les chaînes de propagande en continu ont décidé de faire de ce jour du 7 octobre un jour de tristesse, un jour de malheur. À les écouter, le 7 octobre serait jour de toutes les horreurs. On nous bassine les oreilles avec des histoires de fin du monde, des histoires de guerre mondiale, des histoires de pogrom et je ne sais quoi encore. Alors que pour moi, cette date représente tout autre chose, oui. Alors j'en conviens, c'est une date de bascule, le monde ne sera plus jamais comme avant. Il s'agit d'un point de bascule certainement, mais pas vers l'horreur. Non. Au contraire, le 7 octobre est une date merveilleuse, extraordinaire, féerique. Ah oui. C'est une date qui représente l'espoir face aux ténèbres, puisque c'est ce jour qu'est née ma fille. Depuis, un signalement pour apologie du terrorisme a été adressé au parquet de Paris par un groupe d'avocats. Quant à Noémie Montagne, elle a souligné sur les réseaux sociaux que Dieudonné n'a pas fait de publication pour ses autres enfants, dont l'une est née le 3 octobre. C'est compliqué. Plume, elle a complètement décompensé, donc elle a fait une chanson que j'avais publiée aussi. Ouais, parle quand même de son père, c'est archi violent. Enfin... Un bon manipulateur. Oh, quel beau charmeur. Mais qu'est-ce que je le déteste. Qui? Lui. Il
Il a détruit qui j'étais. Il a détruit celle que j'aurais dû être. J'ai dit, bon, mais au moins ça commence à sortir, mais ça reste leur père. Parce moi, le rapport qu'il a avec eux, c'est l'argent. Il vient pas les voir. Ou alors il fait croire que quand il joue à Bordeaux, je vais passer les voir, mais sauf que j'ai tout cloisonné pour que il y ait pas d'improvisation, parce qu'ils ont besoin de sécurité en fait. Après être revenue sur la sphère privée, Noémie Montagne a retracé son parcours professionnel aux côtés de Dieudonné, ce qu'elle avait commencé à faire dans le premier épisode, mais cette fois, en y incorporant le prisme de l'emprise qu'elle dénonce. Alors, comme je disais, mon rôle, il a évolué avec les années, puisque le phénomène d'emprise et d'abus, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, ça peut arriver à beaucoup de monde en fait. Comme on est allé habiter au bureau, il m'a dit ça serait bien que tu sois embauché, parce qu'au début j'ai travaillé pendant 1 an gratuitement. Et au début c'était le SMIC pour Bonnie Production, donc j'étais assistante de production, donc c'était assez pompeux déjà pour moi. Et parce que j'avais commencé à dire mais attends, mais pourquoi tu pars pas en tournée Je comprenais pas qu'ils partent pas en tournée, et j'avais appelé un théâtre, un petit théâtre dans le sud, et là Dieudonné a pu rejouer des spectacles. Et comme il a vu que j'étais super dynamique, parce que ces gens-là choisissent pas n'importe qui autour d'eux. J'avais beaucoup d'énergie à donner, beaucoup de temps, donc ça l'intéressait, c'était très intéressant. Et j'ai commencé, j'étais assez organisée aussi, donc j'ai commencé à organiser sa tournée. Donc ça m'a donné de la valeur. Et après, c'est là où il m'a dit de monter une société. Je me suis dit, bah oui, j'ai vu qu'il y avait des avocats, un cabinet comptable, donc moi c'est la compta et moi ça fait 2 aussi, comme la politique. Je déteste ça. Et voilà, donc c'est parti, toujours avec les enfants au bureau, parce qu'on habitait dans les bureaux quand même. Voilà, donc c'était assez clos, fermé, rassurant même au départ. Un jour, il me dit il faut faire du business dans tout ce qui est obligatoire. Parce que c'est comme ça, comme c'est obligatoire, les gens sont obligés. Donc il y a l'assurance. Voilà. Donc j'ai fait ça quand même, j'étais la gérante de la société. Catastrophique. ANA, la société ANA Assurance. Bien que la société ait été créée, cette assurance n'a jamais été concrétisée, faute d'autorisation pour se lancer sur ce marché réglementé, d'après un article du Parisien datant de juin 2023. Et c'est les cercueils, c'est quand même assez fabuleux. Quand il m'a dit il faut faire des cercueils, j'ai fait encore un truc. Et ça a mis 3 ans. Ils m'en ont parlé tous les jours. En France, même mort, tu dépends encore du ministère de la Santé. Putain. Mais parce que ton cercueil doit être homologué par le ministère de la Santé. Je me suis renseigné. Alors j'ai dit, mais il est mort. Je sais, monsieur, c'est la loi. Vous vous occupez de la santé des morts aussi. Tout à fait. Mais vous vous foutez de ma gueule. Vous venez d'entendre un extrait de son spectacle La Politique, en 2017. Ces cercueils dont parle Noémie Montagne étaient le projet d'une des sociétés qu'elle gérait, l'Esprit de la Forêt. Toujours d'après Le Parisien, Dieudonné souhaitait vendre des cercueils d'un nouveau genre, d'une forme rappelant une chrysalide. Malgré des prototypes réalisés en Chine, les cercueils n'ont jamais été mis en vente. Et à un moment, on lâche, en fait. On dit d'accord, on va faire des cercueils. Parce qu'il développe tout son truc. À la fin, on est croque-mort, quoi. Donc on peut faire n'importe quoi. C'est fort quand même. Au bout d'un moment, j'ai fait n'importe quoi. Parmi ces choses qu'a faites Noémie Montagne, on peut citer le dépôt de la marque Quenelle, mais aussi Quenelle+. Les deux ayant été rejetés par l'Institut national de la propriété industrielle. Ça, c'est pas moi, je me suis pas dit oui, je vais déposer la marque de la Quenelle. C'est Dieudonné, comme
jamais à son nom. En fait, il a dit tiens, mais puisque la quenelle ça fonctionne, on va faire des boissons. Et il rigolait parce que c'est toujours un business derrière. Hein, et il avait imaginé faire une bière qui s'appelle quenelle. Et donc il rigolait au bar, tiens, donne-moi de quenelle. Pour rappel, la quenelle est un geste inventé par Dieudonné qui revêt dès son origine une dimension à la fois transgressive et anti-juive. Pourtant, Noémie Montagne explique que, pour elle et pour une bonne partie de son entourage, ce geste était simplement le signe de ralliement des fans de l'humoriste. C'est de cette manière qu'elle justifie le fait d'avoir été prise en photo en train de faire une quenelle lors d'un de ses passages au tribunal. Donc quand moi mes enfants, j'ai des photos, ils font la quenelle. Il y a plein d'enfants, et en plus, à côté de ça, il y a plein de gens qui sont dans notre positionnement et qui envoient les photos des quenelles et qui ont pas la même... qui ont cette vision de la quenelle qui est pas du tout un geste politique et antisémite. Donc en fait, il y a une espèce d'amalgame de tout, et c'est sur ça qu'ils jouent tout le temps. En fait, c'est pour ça que les gens ils sont perdus et qu'il y a des débats et que même dans une même famille, ouais, Dieudonné, non, pas Dieudonné, les gens se disputent quoi, à cause de lui. Je veux dire, c'est la zizanie partout où il passe. C'est quand même fou. Ça vaut pas le coup. Hein. Mais ça fonctionne quand même, puisqu'il adhérait de plus en plus de monde. Donc en fait, le temps passe comme ça, on s'épuise. J'ai fait un burn-out. Je sais plus quelle année, 2010 je crois. J'ai dit bon, là, je vais pas passer ma vie à pleurer, parce que je faisais que pleurer, hein, quand même. Plus les enfants, plus fatigués. J'avais peur aussi, parce qu'il m'avait mis les sociétaires à mon nom. Au début, je savais pas. Donc il a profité de tout ça. C'est là où je lui en veux, moi. Lui, il savait, par contre. Il savait très bien ce qu'il faisait avec moi, en me mettant tout à mon nom, en me faisant prendre des risques, alors que c'est lui qui gardait les caisses, qui contrôlait les sociétés. Moi, je n'osais pas au début. C'était pas, pour moi, même mon salaire, c'était même pas mon argent. Et lui, il le fait bien comprendre. Et après, comme tout était affreux, au fur et à mesure des années, je me suis dit, bon, Noémie, au moins, comme t'es prisonnière dans ce système, au moins que t'en profites, quoi. Et les seules choses où je profitais, c'était de payer les vacances à ma famille, mes enfants. Et en fait, c'est après, ils me le reprochaient. C'est pas un milieu où on s'épanouit. Et ce qui fausse énormément, c'est le fait qu'il y ait de l'argent. Les gens, bon, ça va, t'en as bien profité, t'es heureuse, quoi. Alors que bon, on peut être dans une prison dorée et vivre un enfer. À l'époque, je me cachais pas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on voit que je commence à me cacher. Je me cache avec une écharpe, des lunettes de soleil. Je mets jamais de lunettes de soleil à la base. Et j'avais tout le temps ça, si je devais sortir accompagnée de données quelque part. Et donc là, ça cache quand même des choses. C'est pas normal de se cacher à ce point-là. Parce qu'il nous met dans une espèce d'insécurité permanente. C'est les journalistes, ils sont... Alors que lui, il se cache pas, au contraire, même, il sort plus qu'il ne faut, même le dimanche, il aimait trop aller au supermarché pour se montrer, en fait. Ce que je regrette, c'est d'avoir toujours la culpabilité par rapport à mes enfants, parce que Dieudonné me surchargeait de travail, et j'ai passé plus de temps à travailler qu'à m'occuper des enfants finalement, même si j'étais quand même très présente, puisque je vivais entre les bureaux et mon domicile. Mais il y a eu énormément de dégâts à ce niveau-là. Et ensuite, d'avoir fait tout ce que... dit oui à Dieudonné pour tous les projets qui ont touché surtout les enfants. Donc les baptêmes, c'était ridicule. Ce mariage, n'importe quoi. Mais bon, je vais le prendre comme un spectacle, on va dire. Mais le fait que ça touche mes enfants, ça me gêne. Moi, ça va. Je m'en fous, en fait, au fond. Mais les enfants, ils s'en foutent pas parce qu'on est les parents. Et quand ils voient un faux mariage, ah ben non, mais maman, t'es mariée? Ben non, en fait, je suis pas mariée. Comment j'explique ça, quoi? Et ça, on peut pas l'enlever. Voilà.
C'est mes regrets les plus intimes, on va dire. Et après, au niveau national, c'est d'avoir... mais bon, je vais pas me culpabiliser toute ma vie non plus, hein, mais de toute façon, j'aurais rien pu faire. J'ai donné les coups de personne, et même si je m'étais opposée ou machin, je changerais pas le cours de l'histoire. D'ailleurs, la preuve, puisqu'il continue, et je suis plus là. Donc, il en prendra d'autres. Et ça me rassure, je me dis, bah voilà, au moins on voit bien que c'est pas moi, comme on a pu le laisser croire, qui était le cerveau. Souvent, les gens qui vivent un peu des choses comme moi, il y a une énorme culpabilité, et il faut vite s'en débarrasser, même si elle revient régulièrement. Hein. C'est dur quand même à vivre, même si j'ai pas fait d'acte moi-même, j'ai quand même soutenu une personne qui était mauvaise. Et ça, on s'en veut, en fait. Alors on a beau me dire, non, mais c'est pas toi, oui, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un chemin qu'on doit parcourir. Je pense pas que moi, directement, j'ai blessé une personne, en tout cas. Je suis pas Dieudonné, et ça... Même ici, dans le village où j'habite, on sera de toute façon jugé proche de Dieudonné, hein, de toute façon. On est marqué au fer rouge. Après, moi, je pense que mon tempérament, il est assez libre, au fond, pour que je puisse vivre normalement plus tard. Il a fait beaucoup de mal, mais j'y arriverai. Dans 10 ans, ça ira. Ça passe vite. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Perrine Bontemps, préparé avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées, et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître. Merci pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage.